Voilà. Bonjour à tous et merci d'être là, merci d'être au rendez-vous de ce webinaire Apprendre à entreprendre. C'est un plaisir, c'est un bonheur pour moi. Je suis privilégié de vous avoir. Je suis Gayus Yokossi. Plusieurs d'entre vous êtes déjà habitués à ce rendez-vous que nous avons pris pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous doter de ressources, de capacités nécessaires afin d'aller plus loin dans toutes les sphères de nos vies. Aujourd'hui, nous parlons de manière plus singulière d'entrepreneuriat, mais il va être question de manière générale de notre vie, de comment est-ce qu'on veut la conduire, de comment est-ce qu'on veut aller à un niveau supérieur, comment est-ce qu'on veut continuer par tutoyer, par explorer notre baraka, comment est-ce qu'on veut être de meilleures personnes, comment est-ce qu'on veut explorer davantage ce potentiel qui existe en chacun de nous. Merci de nous rejoindre, merci d'être des nôtres. N'hésitez pas, dites-nous déjà dans le chat d'où est-ce que vous êtes connectés. C'est bien pour nous d'avoir une idée et de mieux articuler nos propos sur la base de ce contexte-là. Donc, d'où est-ce que vous êtes connectés? C'est bien de le savoir. Et est-ce que vous avez un rapport particulier à l'entrepreneuriat? Est-ce que vous êtes entrepreneur vous-même? Est-ce que vous êtes en reconversion? Est-ce que vous êtes en transition? Est-ce que vous avez une expérience dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez un projet depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans? Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de vous exactement? Si aussi vous avez des attentes, si vous êtes venu chercher quelque chose en particulier, ce serait bien de le dire. Oui, Désirée depuis Bujumbura, d'accord. Merci d'être là. Désirée, une habituée. Oui, elle est plutôt entrepreneur depuis déjà des années. Ce serait bien d'avoir tout à l'heure vos retours et vos contributions, pourquoi pas. D'accord, Anita depuis Bujumbura. OK, très bien. C'est bien. On a le Burundi qui est donc avec nous. Merci d'être là. C'est un plaisir. Donc, dites-nous d'où est-ce que vous êtes connectés. Ce serait intéressant. Evelyne également depuis Bujumbura. Bon, beaucoup de personnes depuis le Burundi. OK, très bien. Dieudonné qui est un habitué. Oui, il est connecté ici depuis Dakar. D'accord, très bien. Dieudonné entrepreneur également. Sandra du Burundi. OK, très bien. Très, très bien. Intéressant. Est-ce que vous êtes entrepreneur, pas entrepreneur? Est-ce que vous avez des projets? Vous avez lancé quelque chose? Est-ce que vous vous préparez à lancer? Sur quel aspect est-ce que vous venez aujourd'hui? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rebute? Est-ce que c'est, voilà, quel est votre rapport avec le statut d'entrepreneur? C'est bien de savoir. Je vois également qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont plus ou moins habituées à nos rendez-vous. Allez-y, servez-vous du chat et dites-nous en plus sur vous. Cela permettra à mon invité de mieux cadrer ses propos et de savoir un peu plus comment orienter ses interventions. Voilà. En attendant que vous puissiez nous en dire plus sur vous, je vais vous présenter d'ailleurs notre invité qui trépigne, qui est impatient de vous livrer une partie de son riche parcours et de son expérience que j'ai déjà pu entendre. Ah ben voilà, ok, très bien. Il y a Sandra qui dit qu'elle a quelque chose de trop difficile à commencer. Ça m'intéresse ça. Quelque chose de trop difficile à commencer. D'accord. Il y a Toumani Kone qui dit il est à Dakar, il a lancé un projet mais qui n'a pas marché. Il a lancé un projet qui n'a pas marché, donc j'imagine qu'aujourd'hui, il se pose des questions, il est dans ces réflexions-là. D'accord. Désiré, l'entrepreneuriat, c'est ma passion. OK. Je pressens que nous aurons un très bon moment d'échange. Et pour vous en assurer, je vous présente notre invité du jour. Il s'appelle Régis Yelian Ezin. Régis est un homme aux casquettes multiples. C'est un trentenaire habité par un désir brûlant d'impacter le monde et de promouvoir le leadership autour de lui. Il est fondateur d'une marque agroalimentaire qu'on appelle Daelian et de la Rock Academy. Il nous en dira plus dans un moment. Soyez-en rassurés. Il est pluridisciplinaire. Il est artiste, chanteur, écrivain. Mais aujourd'hui, il se positionne surtout comme étant un entrepreneur, un speaker et un coach. À son actif, il a 2 albums en tant qu'artiste. Il a marqué l'univers musical béninois et bien entendu de la sous-région également par des chansons avec des messages très forts. Il a également publié des ouvrages, le premier en 2012, le deuxième en 2018 et le tout dernier dont nous allons parler aujourd'hui que vous aurez l'occasion de découvrir. Il a toujours été créatif et tenez-vous tranquille, dès l'âge de 5 ans,
5 ans s'il vous plaît, il écrit déjà des histoires, il fomente de petits projets, il se distingue par son originalité. C'est un élève qui va avoir un parcours très brillant et qui sortira major de sa promotion à l'ISIT Paris. Avec un master en poche, en management interculturel et traduction multilingue, ce monsieur décide de rentrer chez lui. Au Bénin, il dépose sa valise pour contribuer au développement de son continent. Il est donc passionné par les challenges. C'est un bâtisseur infatigable. Il démarre une nouvelle aventure entrepreneuriale par un cabinet de communication, marketing, en 2012. Et en 2015, il va essayer de s'en écarter légèrement pour s'investir dans l'agrobusiness avec une marque avant-gardiste, Daelian, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va pouvoir la démarrer, tenez-vous tranquille, tenez-vous bien, avec 25 $. 25 $, on parle de combien? 25 $, on parle de quoi? De 15 000 francs CFA? Oui, dans ces eaux-là. Et cette marque, il va connaître un beau succès. C'est un entrepreneur téméraire aux multiples distinctions. C'est un marketeur brillant qui a transformé des recettes traditionnelles en snacks trendy et chic. Donc, c'est assez original ce qu'il fait. J'ai pu le voir et je peux vous assurer que c'est tout simplement impactant. Il a reçu beaucoup de prix, beaucoup de distinctions. Et aujourd'hui, il s'investit dans le développement de sa communauté. Donc, tout logiquement, il a initié en 2020 ce qu'il a appelé la Rock Academy. Et Rock, ce n'est pas un nom au hasard, c'est plutôt un sigle pour dire rêver, oser, créer une autre Afrique. Donc, ROC, Rock Academy, c'est pour dire rêver, oser, créer une autre Afrique. Donc, c'est une plateforme qui propose des masterclass digitales ainsi que des programmes pour aider la jeunesse africaine à libérer son potentiel. Et voilà le mot essentiel sur lequel lui et moi, on se rejoint parfaitement. Bonjour Régis. Bonjour Gaius. Merci d'être là. Je te laisse déjà dire un mot, tes salutations à notre public. Merci à toi pour l'invitation. Bonjour à tous ceux qui vont partager ce moment avec nous. Merci de prendre de votre temps dimanche pour venir échanger sur un sujet ou sur des sujets, je dirais des aspects divers d'un sujet qui est très important, qui concerne bien sûr la construction de soi-même, la construction de ses projets. Je pense que c'est une tâche que nous devons mener inlassablement, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Et je suis heureux de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui sont avec nous. Merci à toi, Gaius, pour la présentation, je dirais presque dithyrambique. Merci en tout cas, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on va échanger et au fil justement des échanges, on pourra apporter un peu plus de matière en fonction de notre expérience, de ce que nous pensons, de nos avis. Et voilà, ça va être du donner et du recevoir. Absolument, absolument. Et partons justement de toi. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te présenterais? Comment est-ce que tu parlerais de toi? Si tu devrais t'offrir à nous aujourd'hui, tu le dirais sur quels aspects? Parce que tu as un parcours très riche. Qu'est-ce que tu dirais pour te mettre en avant? Qui es-tu? Alors, je me considère comme ce qu'on appelle un multipotentiel, avec bien sûr le versant positif, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire que les multipotentiels sont des personnes dispersées. Moi, j'ai aujourd'hui je dirais la grâce d'avoir pu trouver un point d'ancrage vers lequel convergent mes différents talents et dons. Et je suis un entrepreneur et un speaker passionné par l'Afrique, passionné par les challenges et qui met la création et la créativité, pardon, au centre de toutes ces actions. Donc, généralement, je me présente plutôt de façon sobre comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'axes, et en fonction de ce qu'il y a à faire, je peux développer plus un axe qu'un autre. Moi, je suis un entrepreneur passionné, un speaker passionné, et j'essaie d'apporter de la valeur dans la vie des autres. Voilà. Mais justement, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on est dans 24 heures, sauf si tu en as plus, comment est-ce qu'on est artiste, chanteur, écrivain, entrepreneur, speaker, coach, père de famille, ami, sympathique? Je ne sais pas. Alors, la difficulté, c'est vrai, c'est qu'on peut très vite se disperser. Moi, ça a été mon cas d'ailleurs. Hein. Il y a un album de Jay-Z qui s'intitulait, je crois qu'il a assez vieux, The Gift and the Curse. Et pour moi, c'est très évocateur, c'est-à-dire c'est le don et la malédiction. Lorsqu'on y prend garde, on peut tout de suite transformer un don en une malédiction, entre guillemets, ou en un boulet. Parce qu'avoir la possibilité de faire plusieurs choses, ce n'est pas toujours un avantage. Ça n'en devient un que lorsque vous arrivez à canaliser les différentes forces que la nature a mis à votre disposition. Et moi, j'ai dû apprendre un peu dans la douleur parce qu'à un moment, je faisais beaucoup de choses
il y a une dizaine d'années, mais je ne les faisais pas de façon ordonnée. Je ne les faisais pas de façon organisée. L'agencement des objectifs n'avait pas été pensé. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si je voulais véritablement rendre un hommage vibrant à la nature pour les dons qu'elle m'a donnés, mais surtout pour la chance que j'ai eue de découvrir les dons, parce que ça, c'est autre chose. Comme on dit, le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui meurent avec leur talent, malheureusement. Mais lorsque vous avez la possibilité, vous, de découvrir le vôtre, c'est un sacrilège de ne pas l'utiliser à bon escient. Donc, j'ai pris à un moment sur moi de m'asseoir et de faire un plan d'évolution. Et je pense que c'est important aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Il faut pouvoir décliner un plan avec un objectif global qui peut être un objectif à 20 ou à 30 ans, mais qu'on va séquencer après en plusieurs objectifs. Donc des objectifs annuels, des objectifs triannuels, des objectifs à 5-10 ans, et même sur une année, on va ensuite vraiment fragmenter tout ça et avoir des objectifs mensuels, des objectifs hebdomadaires. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais demain pour atteindre l'objectif de la semaine qui me permettra d'atteindre l'objectif du mois et qui, lui, est connecté à un objectif majeur de l'année? Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire ça que les choses sont rentrées dans l'ordre parce que j'ai pu décider que sur telle ou telle période de temps, je ferai, par exemple, je sortirai un livre et qu'ensuite je ferai telle chose, ensuite je reviendrai avec un livre, puis un album, mais tout converge vers un but. Comme je dis, ce qui me passionne, c'est de pouvoir apporter de la force, de l'inspiration, de la valeur à ma communauté pour que les gens puissent libérer leur potentiel, se construire au-delà des chemins conventionnels que nous avons tous connus parce qu'on ne nous apprend pas beaucoup à rêver dans nos environnements, en tout cas en Afrique francophone, c'est souvent le cas. Et voilà, moi, il y a ce fil conducteur-là. Ce n'est pas que je vais créer une entreprise aujourd'hui, demain sortir un album et que ce sont des choses qui n'ont rien à voir en commun. Il y a un fil conducteur, c'est cette volonté-là, c'est ma mission. Chacun doit d'abord, à mon avis, trouver sa mission de vie. Et à partir de là, en fonction de ses forces et de ses faiblesses, savoir comment orienter les actions pour que ces actions-là puissent servir à la mission de vie. Voilà comment est-ce que j'arrive aujourd'hui à coordonner un peu. Comme tu disais, j'ai sorti un bouquin, par exemple, en 2012. J'en ai plus sorti du tout avant 2018. Entre-temps, j'ai pris la peine d'essayer d'asseoir des bases au niveau de mes entreprises. Certaines ont fonctionné. Je voyais un participant tout à l'heure qui disait que son précédent projet n'avait pas marché. C'est la vie d'entrepreneur. Moi, j'ai plein d'initiatives qui ont capoté et je ne parle pas d'il y a 10 ans, je parle de récemment encore. Il y a des initiatives que j'ai, que je mène, qui sont en cours et qui sont peut-être en train de prendre l'eau aussi. Mais il y en a d'autres qui sont en train de grandir. Parce que, pour finir là-dessus et pouvoir avancer avec toi, Gaius, gardons ceci à l'esprit. Vous savez, on est dans un monde d'images. Et aujourd'hui, on nous vend avec Internet, les médias sociaux et puis le flux discontinu d'informations, on nous vend une image, entre guillemets, généralement polissée de certaines personnes qui peuvent être des faire-valoir ou des porte-étendards. D'accord? Surtout les Américains, bon, il y a aussi les francophones qui suivent, mais la culture américaine, elle est dans la célébration, ce qui est une très bonne chose. Mais s'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on vous parle d'un Elon Musk, d'un Dangote, de ci, de ça, de Oprah Winfrey, ce sont des gens qui ont peut-être 9 échecs sur 10. Peut-être que sur 10 entreprises, ils ont 9 échecs. Comme un humain lambda, parce qu'ils n'ont pas de tête. Le problème, c'est que personne ne vous parlera de ces 9 échecs-là, parce que ça n'intéresse pas la presse. Sauf lorsque ça va être l'échec d'une initiative qui avait beaucoup d'aura, et là, on va la surmédiatiser. Mais si on sait utiliser encore cette vague, on va la retourner encore à notre avantage en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les gens qui brillent de loin ne connaissent pas les échecs. Ils en connaissent tout plein. Mais comme on dit, you only have to be right once. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'avoir le bon business une fois. Si vous avez essayé plusieurs choses au fil des années et que ça ne marche pas et que vous recommencez quand même, mais pas de façon aveugle. Vous recommencez en regardant ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas marché? Comment je peux mieux faire? Et vous essayez de vous adapter à votre environnement. Le jour où vous avez un seul business qui prend, ça va éponger quasiment les dettes, qu'elles soient financières ou morales, psychologiques, que vous aviez. C'est la politique un peu des fonds d'investissement, hein, vous savez, qui vont avoir 10 sociétés en portefeuille et qui savent qu'il y en a 7 ou 8 qui ne vont pas fonctionner, mais que les 2 autres vont être suffisamment rentables pour éponger et équilibrer la chose. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Plan, planification. Ouais, planification, donc ensuite un fil conducteur entre tout ceci, Ouais, trouver sa mission absolument. et savoir s'organiser.
Et tu parles beaucoup d'apporter, de contribuer, de donner de la valeur, d'aider. Et dans ce sens-là, tu sors ton dernier ouvrage, Apprendre à entreprendre. C'est d'ailleurs le thème de ce webinaire-là. J'ai envie de te dire simplement pourquoi ce livre. Ben, ce livre, principalement parce que je me suis rendu compte qu'une partie des actions que je mène, que toi, Gaius, tu mènes, que bien d'autres personnes mènent pour justement créer un environnement plus favorable au leadership et à l'entrepreneuriat, toutes ces actions sont importantes, mais on a tendance à oublier assez souvent une frange de la population. Je m'explique. Euh, Moi, j'ai déjà écrit un livre qui parle d'entrepreneuriat, je fais des masterclass, des conférences, que ce soit en présentiel, que ce soit via le net, etc. Mais c'est souvent à destination de personnes qui ont 18 ans ou plus, c'est-à-dire des gens qui sont déjà à l'université ou des cadres qui veulent se reconvertir. Bref, ce sont des personnes qui ont passé un certain cap. Et je me suis rendu compte, en réfléchissant il y a quelques mois, que nous ne mettions pas assez l'accent sur les plus jeunes, c'est-à-dire les adolescents. Alors que dans nos environnements, nous savons pertinemment qu'il y a très peu de conseils d'orientation, très peu. Donc, que les gens les enfants, les élèves, lorsqu'ils arrivent en 5e, 4e, ils commencent à penser plus sérieusement, donc à l'adolescence, à ce qu'ils vont faire de leur vie, ils ont beaucoup de difficultés à se décider parce qu'on leur présente des chemins classiques. On dit, tu vas faire une série scientifique ou tu vas faire une série littéraire ou tu vas faire la G2 ou tu vas faire banque, enfin, tu vas faire la B si ça existe encore dans certains pays. Bref, tout est très, vous savez, c'est les cases. Ça, c'est très francophone, ça. Les francophones aiment les cases. Lorsque tu es docteur, tu ne peux pas être en même temps restaurateur. Tu ne peux pas être ci et être ça. Ce qui est tout le contraire des anglo-saxons, qui sont des gens pragmatiques et qui valorisent la pluridisciplinarité. Donc, j'ai trouvé qu'il était important de mettre quand même en place quelque chose qui permette aux adolescents de commencer à découvrir un petit peu le monde de l'entrepreneuriat et de la création de projets, de comprendre qu'il y a de nombreux chemins qui s'offrent à eux, au-delà des chemins conventionnels, encore une fois, parce qu'on sait que l'éducation conventionnelle à elle seule ne suffit plus et qu'elle doit se mettre à jour, ce qui va mettre du temps, parce qu'elle n'est plus en phase avec les besoins de nos marchés. Donc, il faut pouvoir apporter des outils qui permettent aux plus jeunes de développer leur esprit d'initiative. Ce n'est pas forcément pour transformer tout le monde en entrepreneur, mais développer l'esprit d'initiative. Leur montrer que le leadership est important, qu'il faut développer, acquérir un certain nombre de qualités en termes de leadership, parce que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Ce n'est pas le fait d'avoir tel ou tel diplôme, parce que si vous avez un diplôme, il y aura peut-être une trentaine de personnes lors d'un recrutement qui auront le même diplôme que vous. Ce qui va faire la différence, ça va être les soft skills, ça va être votre leadership, ça va être votre capacité d'écoute, ça va être votre empathie, ça va être votre rapidité d'exécution, ça va être votre créativité. Ce sont toutes ces valeurs-là qu'on veut essayer de promouvoir dans ce livre qui s'appelle Apprendre à entreprendre à partir de l'adolescence et qu'on a voulu très ludique avec vraiment une approche interactive des jeux, des quiz, des illustrations assez bien agencées pour que la cible soit intéressée par le sujet et qu'il ne s'agisse pas d'un outil linéaire avec beaucoup de verbiage. Donc, voilà un peu ce qu'est apprendre à entreprendre. Ça peut être également pour des gens un peu plus âgés, mais qui sont des primo-entrepreneurs, qui sont vraiment, qui vont avoir un contact pour la première fois avec le monde de l'entreprise. Et voilà. Donc, si Gaius, tu permets, je montre rapidement la Ah, couverture. super. Voilà, Excellent. ça vous donne un peu déjà l'idée de ce qu'il y a dans ce livre. C'est un livre avec beaucoup d'illustrations et une approche véritablement interactive, comme je disais. Donc, voilà ma dernière parution qui, je l'espère, va apporter beaucoup de fraîcheur aux plus jeunes. Félicitations déjà, félicitations. Je suis impatient de recevoir mon exemplaire. Je rappelle qu'il est sorti il y a quoi, 2, 3 semaines, c'est ça? Il y a 2, 3 semaines exactement. D'accord. Félicitations, mon cher, pour son troisième Merci, ouvrage. merci. Et j'aime bien que tu t'adresses à cette tranche-là qui permet déjà de peut-être rattraper quelque chose avant qu'il ne soit très vite fermé comme nous, on l'a été. Exactement. Nous, on a d'abord Exactement. été fermé avant de se réouvrir. C'est-à-dire qu'on nous a d'abord Exactement. éteints dans notre monde, dans notre éducation, dans notre environnement. On nous a C'est ça. éteints en nous mettant dans un schéma classique C'est ça. avant qu'on essaie de se rallumer nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours Nous-mêmes. évident. Et voilà, c'est pas Ouais. évident, c'est plus compliqué. Il y a déjà beaucoup de réflexes qui sont acquis. Il faut pouvoir casser ça, c'est pas évident. Certains y parviennent très peu sur l'ensemble,
de ceux qui ont envie, parce que c'est tout un mélange de pression sociale, de vision, d'environnement. C'est beaucoup de choses qui font qu'on n'arrive pas forcément à se lancer, à se jeter à l'eau et à aller débloquer ce qu'il y a en nous. Donc, si on peut déjà Tout à préparer fait. la génération à venir, ça nous permettra d'avoir des bâtisseurs qui seront plus armés que nous, plus outillés pour continuer la construction du continent. D'accord. Du coup, Régis, question très simple, hein. La solution serait donc l'entrepreneuriat. Toi, tu finis, tu ne travailles pas, j'imagine. Tu rentres à Cotonou, tu décides de te lancer et puis d'initiative en initiative. Je pense que s'il y avait un nombre maximum, tu l'aurais déjà atteint. Non, je ne crois pas. Du coup, c'est quoi? Pourquoi? Toi, c'est l'entrepreneuriat ou rien, c'est ça? C'est vraiment ça le focus? Moi, c'est l'entrepreneuriat ou rien. Ça, c'est moi. Je ne considère pas que ce soit la panacée pour tout le monde ou pour tout le continent. Tout le monde, de toute façon, de façon très logique. Moi, c'est des débats, généralement, je dis aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont également de l'autre côté, attirés tout le temps sur ceux qui font la promotion de l'entrepreneuriat. Moi, je me place quelque part au milieu avec le curseur. C'est vrai que mon cœur bascule du côté de l'entrepreneuriat pour une raison simple. Vous ne pouvez pas être dans des pays où il y a aussi peu de créateurs de richesses et espérer que ces pays-là se développent. Ce n'est pas possible. Une économie, un pays se développe parce qu'il y a une économie forte. Une économie forte se développe parce qu'il y a des entreprises fortes. Et je ne parle pas que de grandes entreprises et des multinationales. Je parle de PME qui doivent être des PME solides. On n'a pas beaucoup de PME, quand je prends en tout cas le cas du Bénin, et de façon caricaturale en Afrique francophone, c'est ça. On n'a pas beaucoup de PME qui soient des PME locales, qui aient de la solidité dans la durée, qui créent des centaines et des centaines d'emplois et qui se multiplient. Alors que ce sont des entreprises qui grossissent, qui créent de l'emploi, donc qui permettent à plus de personnes d'avoir un meilleur niveau de vie. Ces personnes-là, elles ont des charges derrière, elles aident plusieurs personnes de leur famille, on sait comment ça se passe chez nous en Afrique. Et dans le même temps, ces entreprises payent des taxes. Alors, si on n'est que sur des États fiscaux, globalement, c'est difficile parce qu'on les sort les plus gros, mais eux, ils tiennent parce qu'ils ont du souffle. Mais tous ceux qui sont petits et moyens, ben, on va tellement les pomper qu'ils ferment, parce qu'il y a une trop grande pression fiscale. Donc, il faut de toute façon qu'on ait de plus en plus de créateurs de richesses. L'entrepreneuriat, c'est important aujourd'hui de considérer que ça fait partie de l'équation qu'il faut résoudre pour que le continent se développe. Par contre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est déjà une question de tempérament, je pense. Il y a des gens, malgré leur désir, ils ont du mal à avancer dans cette voie parce qu'ils ne sont peut-être pas calibrés pour ça. Oui, on peut travailler à développer des compétences et des qualités, mais il faut également se connaître soi-même pour savoir ce qu'on a envie de faire. Être employé, ce n'est pas une mauvaise chose, ça ne l'a jamais été. Je connais de nombreuses personnes qui sont employées dans des entreprises, des groupes, et qui gagnent beaucoup plus d'argent que des entrepreneurs, beaucoup plus d'argent que moi je n'ai gagné jusqu'à présent, parce que rien que quand vous voyez leur salaire mensuel, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez peut-être espérer de vos dividendes à la fin de l'année. Il faut bien savoir que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent tout de suite, ce n'est pas la peine. Moi, je le dis à chaque fois que je peux. Si votre objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent rapidement, vous n'êtes pas dans la bonne voie. L'entrepreneur peut gagner beaucoup d'argent le jour où il revend ses parts, le jour où il fait entrer d'autres personnes au capital de sa boîte, le jour où il va sur de nouveaux marchés, etc. Et encore. Mais ce n'est pas au bout d'une année ou de 2 années. Vous allez gagner votre vie normalement. Vous pouvez même bien la gagner si votre entreprise fonctionne. Mais vous n'allez pas devenir riche en 2 ou 3 ans. Parce qu'il faut qu'on désacralise aussi certaines choses et qu'on casse les tabous, qu'on puisse ouvrir les débats. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une façon de servir la communauté. L'entrepreneur, il apporte une solution à la communauté. Et c'est en apportant cette solution qu'il gagne de l'argent. Oui, pour aller plus loin dans ce que tu dis, Régis, moi je fais une lecture dans ce sens-là et je me dis aussi, peut-être qu'il faut se donner le temps aussi de faire de l'argent dans l'entrepreneuriat. Peut-être que quand je suis employé quelque part, je suis d'accord d'avoir étudié, d'avoir eu un baccalauréat, d'avoir fait des études supérieures, ensuite d'avoir fait des stages, d'avoir gravi des échelons pour arriver à un certain niveau de responsabilité où je peux gagner un certain montant d'argent. Peut-être que quand je me lance en tant qu'entrepreneur, je dois accepter aussi que ça prenne du temps, que je gravisse les échelons et qu'au bout de 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, je puisse atteindre un niveau de rémunération. Peut-être qu'il me faut avoir la même approche. Pourquoi est-ce que dans le salariat, je peux attendre d'avoir un bon poste après 10 ans, après 15 ans, pour être directeur, pour avoir une situation. Et dans l'entrepreneuriat, je ne peux pas avoir cette même patience. C'est souvent la question que je me pose. C'est parce qu'il y a beaucoup de mythes. C'est ça aussi. Il faut comprendre. La presse, les médias, ils ont besoin de sensationnel. Et c'est normal. Je vous parle
j'ai moi-même expérimenté ça parce que avec les médias sur Daelian, qui est une marque agroalimentaire, où on a vraiment revisité les snacks traditionnels béninois et un peu plus largement africains, bien évidemment, on a eu beaucoup d'attention des médias au niveau local, mais à l'international. On a eu Canal+ avec Réussite, on a eu BBC, je veux dire, on a eu énormément d'expositions. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint le nirvana. On est très loin des objectifs qu'on s'est fixés. Moi, je suis pas honnêtement, je suis même pas à 5% de ce dont je rêve pour Daelian. Et ça, c'est une de mes entreprises. Et je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais je ferai le maximum. Par contre, c'est à nous-mêmes d'avoir du discernement. Les médias vous envoient des informations. Ils vous disent telle personne fait des choses pertinentes. Un média n'a jamais dit tel projet, parce qu'il est pertinent, il a permis à son porteur de projet, à son initiateur, de gagner 100 millions, 200 millions. C'est assez rare d'ailleurs qu'il y ait des chiffres qui soient annoncés, mais les gens ont besoin de rêver. Donc, c'est l'interprétation que les gens eux-mêmes font de ce que les médias rapportent qui donne l'impression que du jour au lendemain, ah, c'est terminé, je vais gagner beaucoup d'argent, etc., etc. Nous ne sommes pas dans la Silicon Valley. Et encore là-bas, je vous assure qu'ils vous raconteraient les 99% de cas difficiles et d'échecs que vous vous demanderiez si c'est réel. Mais on nous parle de quelques histoires où, au bout de 2 ans, ben, un jeune homme de 18 ans, il a levé 20 millions de dollars. On est en Afrique francophone, il faut ramener les choses dans nos réalités. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vous le souhaite, vous pouvez être l'exception qui confirmera la règle, mais il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Et même quand vous allez lever des fonds, ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé. Parce que vous levez du financement, ce n'est pas votre argent. Vous pouvez lever 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard, faire tourner une boîte et finalement le projet ne marche pas. Vous aurez eu, entre-temps, qu'est-ce que vous aurez eu? Votre salaire. Jusqu'au moment où peut-être même vous allez vous priver de votre salaire pendant longtemps pour pouvoir payer vos collaborateurs, payer les taxes, payer les créanciers, payer les factures, etc. Donc, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un sacerdoce presque, je dirais. Et oui. le but, c'est de faire comme on dit vulgairement souvent, un gros coup à un moment donné. C'est-à-dire, vous faites beaucoup de choses, mais les entrepreneurs qui arrivent à vraiment gagner de l'argent, c'est que soit le mec, un jour, il a revendu une de ses boîtes, soit il a vendu des parts dans une de ses boîtes, soit il a signé un gros contrat parce qu'il a fait tellement de travail sur son image, sa visibilité, et qu'un jour, il signe un gros contrat, etc. Mais ce n'est pas avec le projet dont tout le monde parle, qui fonctionne, pour lequel vous vous battez, que du jour au lendemain, vous aurez beaucoup d'argent. Donc, faisons preuve de réalisme et soyons concentrés. Ayons des objectifs à court, à moyen et à long terme. Très bien. Et c'est d'ailleurs ce que Bio Bagiri Sakakina nous dit. L'entrepreneuriat, c'est d'abord le don de soi, dans tout son sens du terme. Et c'est avec la résilience, une certaine détermination de fou, que l'impact financier se déplie graduellement. Et voilà, il insiste également sur l'état d'esprit, le mindset. Du coup, pour toi, de façon très simple, très résumée, comment savoir si on est qualifié pour le manteau d'entrepreneur? Comment savoir si c'est son chemin? Je pense que les gens qui aiment trop la sécurité, il y a beaucoup de paramètres et ça varie vraiment d'une personne à une autre. Moi, je dis qu'un facteur essentiel, c'est d'abord la sécurité. Je pense que les gens qui aiment beaucoup la sécurité, qui ont besoin de sécurité, ont du mal à être des entrepreneurs, en tout cas sur la durée. D'accord. Oui, donc, parce que… Sécurité, liberté. Oui, parce que, exactement. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté, qui va valoriser davantage sa liberté que la sécurité financière, dans un premier temps. La liberté, ce n'est pas la liberté de dormir et de se réveiller à 10 heures. Ça n'a rien à voir. C'est tout le contraire. Parce que l'entrepreneur, il ne peut même pas se permettre ça. À la fin du mois, il n'y a pas un salaire qui est là, qui l'attend. Mais c'est la preuve, liberté. c'est qu'on est là. On est dimanche et on travaille là. Bien sûr, c'est la belle preuve. Mais c'est la liberté de pouvoir faire des choses qui ont du sens pour nous, des choses qui nous permettent d'être épanouis professionnellement. Il y a des gens qui te diront clairement, moi, j'ai besoin de gagner beaucoup d'argent. Je dois pouvoir aller en vacances chaque année en Occident avec ma famille, ceci, cela, ceci, cela. Quelqu'un comme ça qui est rentré très, très jeune dans un groupe, une multinationale, qui a commencé à gagner 2-3 millions quand il était jeune, qui aujourd'hui a 8 ou 9 millions par mois. Mais vous pensez qu'il va tout plaquer pour devenir entrepreneur? À moins qu'il ait une passion vibrante qui le démange depuis qu'il est petit, il va rester de l'autre côté parce que ce n'est pas mauvais. Et s'il a la sensation d'être utile à sa place, c'est une bonne chose. Le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même. Par contre, l'entrepreneur, il a besoin de liberté.
Et c'est quelqu'un qui aime les challenges. C'est quelqu'un qui sait et aime se mettre en danger. La seule chose qui ne soit pas aléatoire lorsque vous êtes entrepreneur, ce sont les aléas. C'est la seule chose. Vous commencez, vous savez que vous devez vous dire, aïe, 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 il va y avoir tellement de difficultés. Ce n'est pas du défaitisme, c'est du réalisme. Et ça fait partie de ce que j'appelle la règle des 3 R. La résilience, la réactivité et le réalisme. La résilience, Bah, parce que... justement, il y a un participant qui en parle d'ailleurs. On va peut-être prendre la question en même temps. On va devancer les faits. Il dit justement quelle est la meilleure manière de gérer les moments de crise. Alors, je reviendrai sur les 3 R, mais pour répondre à ça, la meilleure façon de gérer les moments de crise, si c'est sur le plan émotionnel, si j'ai bien compris, c'est-à-dire comment tenir pendant les moments de crise, moi, je pense que si vous n'avez pas un but qui est plus grand que vous ne pouvez pas aller au bout. Je m'explique. Si vous entreprenez et que votre projet ou vos projets sont uniquement destinés à vous faire gagner de l'argent, et c'est votre seule motivation, vous allez très, très vite déchanter. Mais lorsque vous faites quelque chose parce que vous vous rendez compte que ça apporte une satisfaction donnée à des gens et que c'est au-delà de votre propre satisfaction personnelle, ce sont ces personnes-là qui vous donnent de l'énergie. Même si c'est un produit, vous pouvez vendre du yaourt. Vous savez, il y a des choses qui sont simples. Quelqu'un qui vend des pots de yaourt, mais qui a une joie immense quand les gens lui disent c'est le meilleur yaourt que j'ai jamais bu de ma vie. Parce que lui, il prend peut-être du plaisir lorsqu'il est en cuisine, à préparer du yaourt, à bien faire les dosages. Il a peut-être fait ça avec sa mère ou son père quand il était petit. Il a développé un feeling pour la cuisine, etc., etc. Vous n'allez pas comprendre, vous allez lui dire, mais qu'est-ce qui t'enjaille en fait? Personne ne va comprendre véritablement ce qu'il ressent. Mais figurez-vous que même celui-là, même s'il a un niveau de primaire ou primitif quand on démarre, où on vend dans le quartier et tout ça, le fait de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont heureux, qui sont satisfaits et qui vibrent grâce à son travail, à son produit, à son service, à ce qu'il fait, il n'y a que ça qui puisse vous permettre de supporter les difficultés. Parce que vous allez être trahi par des proches, des collaborateurs, vous allez être moqué par l'environnement, par la famille, vous allez perdre de l'argent, vous allez déchanter, vous allez passer des nuits à ne pas dormir, vous allez avoir envie d'abandonner, je veux dire 2 jours sur 3 à des moments donnés, mais au final, ce qui va vous faire garder la foi, ce n'est pas les articles de presse qu'il y a eu peut-être sur vous, ce n'est pas l'argent que vous avez gagné à un moment, puisque ce n'est pas plus forcément là et que vous avez des difficultés. Qu'est-ce qui va vous faire tenir? C'est la force et l'énergie que les gens vous envoient. Si votre but est plus grand que vous poursuivrez. Sinon, dites-moi pourquoi est-ce que des gens, j'aime bien prendre des caricatures parce que c'est plus facile à comprendre. Dites-moi pourquoi est-ce que des gens comme Elon Musk, comme Bill Gates, comme Zuckerberg et compagnie continuent à se lever à 5h, 6h du matin? Je pense que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'un monsieur comme Warren Buffett pourrait ne plus travailler, qu'un gars comme Bill Gates pourrait ne plus rien faire et il ne manquerait jamais, mais je dis bien jamais, on le sait tous, de quoi vivre au-delà de la normale. Pourtant, c'est des gens qui se lèvent tous les jours avec un carburant. Nous n'avons pas le même carburant. Ce qui me fait vibrer, ce n'est pas ce qui te fait vibrer. Un artiste, moi par exemple, vous voyez, je fais de la musique, comme disait Gaius, mais je n'ai jamais voulu faire carrière. Moi, c'est une passion. Je le fais et je me dis, ça peut servir une cause. Quelqu'un qui en fait une carrière, par exemple, lorsqu'il va se réveiller le matin, si au bout d'une semaine, de 2 semaines, d'1 mois, il n'a pas fait une scène, même dans un bar, dans une boîte de nuit, il va se sentir mal. Parce qu'il vous dira que ce qui le fait vibrer, c'est de voir, de donner de la joie aux gens, de transmettre de la joie par sa musique. Voilà ce qui fait vibrer cette personne qui elle-même est un entrepreneur. Un artiste est un entrepreneur culturel. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut pouvoir identifier sa mission et son but et se connaître. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Il ne faut pas juste dire j'ai envie de lancer une marque d'eau minérale. Non, ce n'est pas suffisant. Pourquoi est-ce que j'ai envie de lancer une marque d'eau minérale? Moi, lorsque je me suis lancé dans cette aventure de Daelian, où on a modernisé notamment le Cli-Cli d'Agoni, qui est un snack, on va dire, oui, un snack, un aliment qui avait une image très, très archaïque,
chez Le nous. plus, mon cher, il faut réussir à expliquer ça à tous ceux qui ne sont pas béninois. Hein, et Oui, bon alors, courage. le clui, c'est une galette à base de pâte d'arachide et c'est une galette très connue qui existe depuis des siècles. Au Bénin, je crois que c'est dans beaucoup d'autres pays, je me suis rendu compte après qu'il y avait ça aussi sous d'autres noms. Et en fait, ça a été longtemps considéré comme un aliment de rebut parce qu'il y a déjà plusieurs siècles, avant d'être consommé, en fait, le clui, on extrait l'huile d'arachide de la pâte, c'est l'huile qui était l'or de la pâte d'arachide, du tourteau. Et c'est avec le tourteau qui restait que pour ne pas le gaspiller ou le jeter, nos aïeux, nos ancêtres ont eu l'ingéniosité de fabriquer des galettes qui sont sous forme longitudinale comme ça. Donc, un peu comme des bâtonnets. C'est quelque chose qui ne coûte pas du tout cher, qui est très accessible, qu'on trouve à tous les coins de rue, que tout le monde mange. Dans toutes les familles béninoises, je le dis jusqu'à présent, il y a au moins une personne qui aime le clui, mais ça a toujours été vu un peu comme la bouffe du pauvre. Donc, jusqu'en 2012, 2013, 2014, avant que moi je me colle un peu à ce challenge, si je veux vous caricaturer la chose, vous rentrez dans un bureau, quelqu'un est en train de manger du cuicui, il tire son tiroir, il va ranger rapidement. C'était un peu perçu comme ça. Et moi, grand amateur de cuicui à la base. Par contre, s'il mange un poisson, tout va bien. Voilà, si mauvais poisson, c'est génial. Tu vois, là, il le met sur la table pour que tu vois bien. Et moi, c'est une spécialité de ma région, de mon village. Et donc, j'en ai toujours beaucoup mangé. Et un jour, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'un aliment aussi consommé pouvait être aussi snobé. Et j'ai compris que c'était une question de marketing. Comme bien souvent, hein. C'est une question de marketing avant tout. La présentation, l'emballage, le discours, le message, etc. Et j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, quand ça a commencé, quand ça a pris, ça a tout de suite été quelque chose qui a intrigué les gens et on a pu progresser assez rapidement. J'ai compris très vite que ce qui me faisait vibrer, c'était le fait de pouvoir sublimer une recette traditionnelle et de rendre les Béninois que nous sommes fiers de quelque chose qu'on a gardé sous le boisseau alors qu'on aime cette chose-là. C'est comme si vous avez une femme et que vous la gardez, ou un homme, que vous gardez votre conjoint sait vous à la maison, et vous le cachez, vous l'enfermez, vous ne le sortez jamais, et quand vous rentrez, vous le prenez dans vos bras. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, moi, j'ai eu cette fierté-là, de pouvoir redonner de la fierté aux gens et de pouvoir représenter le pays à travers ce challenge un peu partout. C'est ce que j'ai gagné de plus que tout. Et ça vous recharge énormément en énergie. Et un entrepreneur, il a besoin d'énergie pour avancer. Il a surtout besoin d'énergie, il a besoin de force. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Excellent, excellent. Ce que tu dis est très intéressant. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions qui commencent déjà par arriver. Il faut qu'on commence par ouvrir le débat dans ce sens. Peut-être que je vais te poser une ou deux dernières questions. Apprendre à entreprendre de manière résumée, ce serait quoi? Quels sont pour toi les basiques, les fondamentaux pour toute personne qui veut s'aventurer sur ce chemin? Je crois que comme on dit, hein, je crois que tout le monde a dû lire ça déjà 1000 fois, mais c'est toujours bien de le rappeler. On ne peut pas entreprendre, même si on est passionné, sans trouver un besoin, sans identifier un besoin. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui mobilise des ressources, c'est-à-dire des ressources humaines, matérielles, techniques, tout ce que vous voulez, pour résoudre un problème de sa communauté ou d'une communauté donnée. Ça peut ne pas être votre communauté parce qu'avec Internet aujourd'hui, vous pouvez avoir un site où vous vendez un service pour des gens qui sont au Japon, peu importe. Mais vous devez répondre à un problème. Ce n'est pas parce que vous aimez faire de la danse ou du dessin et que c'est votre passion que vous allez commencer à faire des BD et les vendre dans votre ville. Parce que si vous êtes dans un environnement où les gens ne lisent pas de BD, qu'ils n'ont pas du tout cette habitude-là et qui ne sont pas habitués à ce type de support, vous aurez beau faire la plus belle BD de la Terre, personne ne l'achètera. Et vous allez dire que vous n'êtes pas soutenu, que ceci, que cela. Il faut qu'on comprenne nos environnements. Et je crois qu'il y a une faute que nous commettons souvent, moi y compris, c'est qu'on a tendance, lorsqu'on a de belles idées, à se laisser emporter. Ouais. Parfois, on est tellement convaincu que l'idée qu'on a est une idée brillante qu'on ne prend pas la peine d'analyser convenablement ou suffisamment l'environnement. Faites toujours une petite étude de marché. Même si vous n'avez pas la possibilité de faire une étude extensive, coûteuse, longue, parce qu'il faut aller vite aussi, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, il faut tout de même éprouver un peu l'idée. Donc, premièrement, identifier un besoin, apporter une solution, valider l'idée, donc la solution.
En faisant quoi? Un prototype. Si c'est un produit, faites un prototype. Si c'est un service, faites une version bêta où vous limitez un peu l'investissement et les risques pour voir comment est-ce que les gens réagissent et vous écoutez le marché pour faire les modifications et les adaptations au fur et à mesure. Et à ce moment-là, Excellent. vous pourrez voir si votre idée fonctionne ou pas et comment l'améliorer. Donc, les basiques pour moi, c'est ça. C'est identifier le, le besoin, proposer la solution, valider la solution après, et viennent ensuite les compétences de l'entrepreneur lui-même, dans la fameuse règle que j'appelle la règle des 3 R, dont je parlais dans mon livre précédent, Jusqu'au bout j'irai. Et pour moi, les 3 R, c'est résilience. On ne va pas s'étendre là-dessus, on en a déjà parlé. Vous savez que ça va être compliqué. On dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'une montagne et qui trouve le moyen de fabriquer un avion avant de s'écraser au sol. Donc, c'est ça la résilience. La résilience, ce n'est pas la persévérance, c'est plus fort que ça. C'est la capacité qu'on a à utiliser la puissance d'un échec. Parce qu'un échec, ça vous met à terre. La capacité qu'on a à utiliser la puissance d'un échec comme ressort pour rebondir et aller plus loin. Vous voyez, quand une balle touche le sol et elle rebondit, elle peut aller plus haut. Donc, résilience. Ensuite, réactivité, parce qu'il faut aller très vite. Aucun succès entrepreneurial ne naît d'une idée. Je démystifie ça tout de suite. Vous savez, les gens ont tendance à dire, je ne vais pas parler de mon idée, ils vont me voler mon idée. Telle personne a volé mon idée. Ça ne veut absolument plus rien dire aujourd'hui. Allez sur Google, faites cet exercice quand on aura fini. Allez sur Google, s'il vous plaît. Saisissez l'idée la plus saugrenue qui vous vient à l'esprit. Mais je dis bien la plus saugrenue. Et vous vous rendrez compte qu'il y a déjà des milliers d'articles, des centaines de forats sur lesquels des gens ont parlé d'une idée similaire ou encore plus poussée. Donc, ce qui fait la réussite d'un projet, bien sûr, c'est d'avoir une idée qui fonctionne, mais c'est surtout l'exécution, la rapidité d'exécution, la qualité d'exécution, aller vite et aller bien. Donc, résilience, réactivité, et on finit avec le réalisme. Le réalisme, c'est ce que je disais, il faut écouter le marché. Si tout le monde vous dit qu'il y a trop de sucre dans vos gâteaux, mais que vous, c'est la recette de votre grand-mère et que vous êtes convaincu que c'est la meilleure recette de la Terre, alors vous allez rentrer dans le mur. Puisque les personnes qui sont censées acheter votre produit vous disent ça ne fonctionne pas. Ou alors, nous, on ne voudrait pas de gâteaux de ce format à 200. On veut des gâteaux comme ça à 400, qui soient plus gros et qui coûtent moins cher si on fait un calcul au prorata. Donc, vous devez écouter le marché et savoir vous réadapter. C'est ça le réalisme. L'entrepreneur, c'est une personne qui doit avoir suffisamment d'humilité, contrairement à ce que les gens pensent, pour se prendre plein de remarques dans la figure et avoir la capacité de s'asseoir seul pour se dire, bon, est-ce que ce dont les gens parlent, c'est vrai? Est-ce que si? Est-ce que ça? Comment je fais? Donc, voilà quelques clés que je pense nécessaires de garder près de soi lorsqu'on se lance dans une aventure entrepreneuriale. D'accord. Donc, très rapidement, dernière question avant de laisser de te partager les échanges des participants. Les participants peuvent donc commencer par envoyer leurs questions. Je vais les relayer. Mais comment on commence une activité à 25 $? Comment est-ce qu'on commence un business à 12 000 francs CFA, à 15 000 francs CFA? Alors, c'est ce que j'appelle la magie du prototypage, encore une fois. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, il y a beaucoup de débuts comme ça. Les gens pensent qu'on fait de la surenchère ou que ce sont des titres racoleurs. Non, il y a eu beaucoup de débuts comme ça. Seulement que tu ne sais pas que ça va être une entreprise, une aventure entrepreneuriale qui va avancer, mais tu essayes. Quand on dit que quelqu'un a créé une plateforme comme Facebook dans sa chambre d'étudiant, ça lui a coûté quoi, honnêtement? Vous me direz son ordinateur. OK, il avait déjà son ordinateur puisqu'il étudiait, il en avait un. Il ne s'agit pas de savoir si c'était un enfant de riche ou pas. On demande comment il a créé sa plateforme. Il a créé sa plateforme avec un ordinateur, avec ses idées et celles de quelques autres personnes aussi, parce qu'il n'était pas seul. Et ensuite, on va chercher du financement. Ça ne veut pas dire qu'on a dépensé que 15 000 francs dans une entreprise pour que ça fonctionne. Mais on a démarré avec. Pour moi, c'est très simple. Au début, lorsque j'ai eu cette idée qui m'a torturé toute une nuit, je voulais faire du cuicui en boulettes. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien casser le cuicui, c'est des bâtonnets. Et quand moi, je le mange, on le mange avec du curry qu'on délaye, on met de l'eau, du curry, du sucre et tout ça. Moi, j'aime bien casser les bâtonnets dans le curry. Et je me suis demandé un jour, mais comment ça se fait que le cuicui qui existe depuis si longtemps, depuis que moi, je suis né, en fait, je l'ai connu sous 3 formes. La preuve que nous ne faisons jamais d'efforts pour moderniser les richesses que nous avons. Il y avait une forme bâtonnée, puis il y a eu une forme un peu comme un bracelet et un peu comme un escargot. Et au nord, il y avait une forme un peu comme un biscuit. Le plat. Ouais. Voilà.
Donc, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Bon, moi, je vais faire des boulettes, un peu comme les M&M's. Pourquoi je vais faire des boulettes? Parce que je trouve que c'est plus pratique, c'est plus trendy, c'est plus glamour, c'est plus jeune, c'est plus ceci, c'est plus cela. Donc, lorsque je me réveille et que j'en parle à ma mère, qui est la seule qui me suit dans toutes mes folies, heureusement, elle me dit, mais d'où est-ce que tu sors encore cette histoire de cuicui? C'est hallucinant, tu as vendu du cuicui à qui? Je lui dis, écoute, est-ce que tu connais des gens qui en fabriquent? Si oui, dis-moi, je vais déjà, pour commencer, faire un test et je te montrerai. Donc, j'ai fait acheter, je suis allé voir les dames en question qui font du cuicui traditionnel, j'ai demandé des boulettes, elles m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas. J'ai insisté, elles m'ont dit que ça coûterait plus cher parce qu'il faut façonner à la main, il n'y a pas de machine, chaque petite boulette. Je leur ai dit que je paierais. Je n'avais pas grand-chose, hein. Je devais avoir 40 000 sur moi à l'époque, mais j'ai joué le tout pour le tout. Je les ai laissés faire. J'ai acheté des bouteilles de sérum recyclé au marché. J'en ai acheté une trentaine. Ça a dû me coûter, je crois, dans les 5 000. J'ai acheté du cuicui pour à peu près 5 000 francs aussi. On a fait une étiquette sur mon ordinateur que j'avais. À l'époque, je venais de prendre mon premier appartement en location. J'étais parti de la maison. Donc, j'avais scindé le salon en deux, bureau et salon. Et j'avais une petite imprimante et un ordinateur de la Première Guerre mondiale. Donc, vraiment un vieux machin qu'un pote m'avait prêté pour me dépanner. J'ai fait un petit logo moi-même. Je l'ai imprimé sur une feuille A4, imprimante de bureau. J'ai découpé au ciseau. J'ai pris de la colle d'écolier. J'ai collé sur la bouteille. Et j'avais ma première bouteille qui était prête. Bouteille que j'avais lavée et séchée sur la terrasse moi-même. Et ensuite, avec un ami, on a rempli, boulette après boulette, les premières bouteilles de cuicui d'Agony, donc la version rudimentaire. Voilà comment, avec moins de 15 000 francs, j'ai une trentaine de bouteilles qui sont prêtes. Maintenant, il faut les vendre. Comment tu les vends? À l'époque, on pouvait encore aller, vous savez, rentrer dans les administrations publiques pour aller proposer des produits. Donc, j'ai passé une petite annonce sur Facebook et à la radio. J'ai fait un passage à 2500 sur une radio. Ils ont passé l'annonce et on était en pleine vacances. Donc, il y avait une étudiante de l'Université nationale qui cherchait un job. Elle arrive pour l'entretien, c'est la seule d'ailleurs qui se soit présentée, et elle me dit, voilà, c'est pourquoi. Je lui ai dit, c'est pour vendre du cuicui. Elle dit, mais vous blaguez. Et je dis, non, non, c'est vraiment pour vendre du cuicui. Elle avait besoin d'argent pour payer sa scolarité. Donc, je lui remets les bouteilles et je lui explique qu'en fait, elle va avoir un fixe de 30 000 et des bonus. J'avais 30 jours pour essayer de gagner un peu d'argent pour la payer. Donc, je lui ai défini des zones dans la ville. En fait, j'ai mappé la ville de Cotonou et il y a des zones où il y a des concentrations de bâtiments administratifs. Et je lui ai dit, OK, tu vas par exemple dans la zone 1, tu as telle société, telle société, telle société. Donc, moi, je te paye le transport, le zénidjan, comme on dit chez nous, le taxi moto, pour arriver là-bas. Tu fais toutes les autres administrations à pied et le soir, tu as également l'argent pour revenir. Elle est partie le premier jour. Elle n'a pas décroché mes appels à midi. Je me disais, si elle vole, mais je suis foutu parce que j'avais mis le peu de sous qui me restait dedans. Mais c'est une histoire de fuck, honnêtement. Et j'étais vraiment stressé. Elle est rentrée finalement vers 17h, tout essoufflé. Je lui donne une chaise, je lui donne de l'eau à boire. Je lui dis alors, elle me dit, monsieur, j'ai vendu les 30 bouteilles. Et là, je me suis assis, je me suis dit, alors tu n'es Premier pas jour. complètement fou. Premier jour, 30 bouteilles, elle a vendu les 30. À 18h, j'ai été obligé d'aller au marché avec un ami, racheter des bouteilles, courir pour pouvoir avoir du produit pour le lendemain. Et c'est là que je me suis dit, en fait, tu n'es pas complètement fou. Cette idée peut fonctionner peut-être. Et progressivement, Le vide était lancé. c'est ça, on a commencé à réinvestir tout doucement, vraiment des tout petits sous. On a réinvesti, on a réinvesti. Je faisais essentiellement ma communication sur les réseaux sociaux à l'époque. J'étais très actif. Donc, les gens ont commencé à voir un peu, bien sûr, ça s'est beaucoup moqué au début. Et très rapidement, on a pu rentrer dans la plus grosse surface, la plus grande grande surface, la plus grosse grande surface pardon, du pays, Super U. Ensuite, on est rentré tout doucement dans d'autres surfaces. On a fait progresser le packaging très rapidement. Donc, la marque était dynamique. Elle était très dynamique et on réinvestissait les bénéfices, on réinvestit les bénéfices progressivement, progressivement. Puis après, l'entreprise prenant un certain essor, on a eu des associés. Donc, c'est graduel. Ça se fait de façon graduelle. Mais on peut commencer. Comment ça se fait d'aller à l'école, d'être un artiste, de réussir, d'aller en France, d'étudier, d'être major de promotion et de revenir au Bénin pour vendre des galettes? Ça, je pense que y a, comme je disais, il y a peut-être un peu de flair, comme on dit, mais il y a aussi, moi, comme je disais, j'ai la volonté de faire des choses nouvelles et d'impacter positivement l'environnement. J'ai vraiment cette volonté-là, et c'est depuis toujours. Il y a aussi le sens du business. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée,
déjà un peu avant, fin primaire, je vendais des paroles de chansons. Si vous avez connu, si vous êtes de la génération, si vous êtes des trentenaires, vous avez connu la période des boys band. Il y avait des magazines qu'on appelait Star Club et compagnie, où il y avait les paroles de chansons, les posters des To Be Free, de Britney Spears et tout ça. Alors moi, quand j'avais l'opportunité d'aller en vacances, je prenais mon argent de poche pour en acheter beaucoup et je revenais vendre les paroles de chansons à l'unité. Donc, je vendais des fiches chansons à 100 francs, des posters à 500, etc. Après, j'ai écrit des poèmes parce que j'ai toujours aimé écrire. J'écrivais des poèmes d'amour en cinquième que je vendais aux garçons. Et ça m'a même coûté, ça m'a coûté très cher parce que j'avais une vingtaine de poèmes que je vendais à tout le monde. Et il y a deux jeunes hommes qui se sont retrouvés à envoyer le même poème à une jeune femme. Et c'était des grands, donc ça, ça a failli mal tourner. Bref, tout ça pour dire que depuis adolescent, je sens un peu, j'ai le flair pour sentir là où il y a peut-être des opportunités, là où il y a des besoins. Euh, les études que l'on fait n'ont généralement pas grand-chose à voir avec ce qu'on entreprend quand on est entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut aller dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, encore une fois, on parle beaucoup d'Elon Musk. Il est dans tout ce qui est business spatial aujourd'hui. Franchement, il n'a jamais étudié ça. Il n'a jamais étudié ça. Zuckerberg est à la tête d'un réseau social qui est la plus grosse régie publicitaire du monde aujourd'hui. Au début, c'était un site web pour connecter les étudiants des universités. Mais Facebook, c'est la plus grosse régie publicitaire parce que ce n'est qu'une régie publicitaire sur le volet business avant d'être un réseau social aujourd'hui. Donc, vous savez, vous allez là où la vie vous mène. Et lorsque vous avez le flair et vous avez l'envie d'impacter votre environnement, les signaux vont progressivement vous montrer le chemin à suivre. Magnifique. Écoute, il pleut des questions là. Je pense qu'on va commencer par les prendre au risque de ne pas pouvoir toutes les traiter. Première question, comment trouver le bon business? Comment trouver son domaine d'activité? Je pense que tu es revenu sur plusieurs aspects, donc on va y aller très vite, peut-être 1-2 minutes maximum par question, parce qu'on en a un certain nombre à traiter. Je pense qu'on a fait un peu le tour, mais je vais le redire. Trouver un bon business, c'est d'abord trouver une idée qui vient résoudre un problème. Donc, une solution à un problème. Un problème, c'est-à-dire un besoin. Quand on dit problème en entrepreneur, c'est un besoin. Vous êtes dans un quartier, par exemple, où peut-être qu'il y a très peu de personnes qui ont des réfrigérateurs ou quasiment personne, et il y a une canicule qui survient. Canicule jamais survenue dans la zone. Les gens ont besoin de boire des boissons fraîches parce qu'il fait extrêmement chaud. Eh bien, si vous avez un réfrigérateur sur vous ou que vous pouvez acheter un petit congélateur, vous allez commencer à vendre de l'eau fraîche, comme on dit chez nous, de l'eau glacée, dans des sachets, dans des bouteilles que vous allez mettre dans des glacières. Vous allez faire du porte-à-porte, vous allez gagner énormément d'argent. Ça peut être un business occasionnel qui va s'arrêter à la fin de la canicule, mais pendant ce temps-là, vous allez gagner beaucoup d'argent. D'accord? Il y a un grand auteur américain dont j'oublie le nom, mais qui a une théorie qui me plaît bien. Moi, je parle des 3 R. Lui, il parle de certains principes avec des P, donc j'ai appelé ça aussi les 3 P. Il parle de la passion, de la performance et du profit. Si vous voulez choisir un business, posez-vous cette question. Est-ce que, c'est quelque chose qui me passionne? Si ça ne vous passionne pas, ce n'est pas la peine. Il y a 2 options. Soit ça vous passionne, soit vous allez apprendre à être passionné par la chose. C'est-à-dire que vous allez vous exercer à développer une passion pour le domaine. Ou alors vous êtes passionné. C'est la première condition. La seconde condition, c'est la performance. Est-ce que je suis capable de devenir le meilleur dans ce domaine si je travaille pendant 5 ou 10 ans? Excellent. Est-ce que je suis capable de devenir le meilleur dans ce domaine ou d'être dans le top 3, le top 5, tout ce que vous voulez, si je travaille comme un forcené pendant 5, 10, 15 ans? Si vous vous rendez compte que ce n'est pas possible parce que soit des gens qui sont là sont trop bons ou alors que vous n'avez pas la discipline qu'il faut ou que vous n'avez pas envie de passer tout ce temps-là pour devenir un expert dans ce domaine, laissez tomber. Et le troisième P, c'est le P du profit. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent dans ce business si on est performant et qu'on est passionné par ce business? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Ça, c'est un théorème que je trouve très intéressant parce que ça permet de pouvoir trouver des réponses à ces questions, même si c'est un peu de la simplification, ça permet au moins d'avoir déjà des indicateurs. Donc, est-ce que ça vous passionne, ce que vous voulez faire? Est-ce que vous pouvez être performant, devenir le meilleur? Et est-ce que vous pouvez gagner beaucoup d'argent en étant passionné et en étant performant dans ce domaine? Voilà un peu ce que je peux dire. C'est simple, c'est instructif et c'est très, très bien résumé. Passion, performance et puis profit, bien entendu. Comment pouvons-nous avoir le livre? Alors, ce livre, il faut que
Je ne sais plus exactement lequel c'est. Il faut que je revoie. Je sais qu'il a une couverture rouge. Je revois le livre dans ma bibliothèque là. Je vais. Non, là, on parle du tien, là. On parle du tien. Le livre Apprendre à entreprendre. Le tien. Ah, d'accord, pardon. OK. Apprendre à entreprendre est disponible à l'achat en ligne. C'est vrai que pour l'étranger, on est en train de voir comment faire acheminer un certain nombre d'exemplaires dans certains pays, mais où que vous soyez, vous pouvez l'acheter. Je vais mettre le lien tout à l'heure. Vous pouvez l'acheter directement et ça va vous être livré par la poste, par voie postale. Très bien. Par voie postale. Donc, vous pouvez l'obtenir par voie postale directement. Ou sur mon site regissaisi.com. Si vous allez sur Oui, ça, je l'ai mis dans 3W. le chat. Je l'ai mis dans le Voilà, chat. vous allez sur Régis Saisi, dans la rubrique Shop, la rubrique boutique, vous verrez le livre et vous pourrez le commander. Il est à l'étranger. Si vous êtes hors du Bénin, il vous coûte 13 000 francs CFA avec les frais d'envoi. Les frais d'envoi inclus, quoi. Donc, voilà un peu. Et en 2 semaines, vous êtes livré. Excellent. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dès le début, notamment le contexte et l'environnement? Voilà une question. Oui, absolument. On va dire que l'environnement n'est pas très favorable à ça. Déjà, on célèbre, on n'aime pas, je veux dire, comment je vais le dire simplement? On a des environnements où, dès que vous sortez un peu des cases, dès que vous sortez des codes, dès que vous n'êtes pas comme il faut être comme tout le monde est, les gens ont du mal à vous suivre. Ça a été très difficile, comme vous pouvez l'imaginer, en Afrique, hein, chez nous, de dire à toute une famille, tout un ensemble de personnes de l'entourage, moi, je suis major de promotion, mais je refuse du boulot en France. Moi, je rentre au Bénin après avoir étudié en Europe. Moi, je rentre au Bénin, mais je ne veux pas chercher d'emploi. Moi, je rentre au Bénin, mais je veux être entrepreneur. Dans quoi? Je ne sais pas encore, mais j'ai des idées. Donc, imaginez la pression que vous pouvez avoir au départ parce qu'on vous regarde comme un illuminé, comme un mec qui est à la limite, on se demande, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Et vous devez pouvoir traverser ça et résister au regard des autres, qui est souvent un regard inquisiteur. Le regard des autres, c'est un regard inquisiteur. Il y a beaucoup de jugements. Vous devez pouvoir aller au-delà. Ce n'est pas évident, mais encore une fois, c'est la mission qui doit être plus grande et plus forte que vous pour que vous puissiez justement supporter ça. Parce que les gens qui sont censés vous soutenir ne sont pas forcément ceux qui vont vous soutenir. Si vous attendez que les gens vous soutiennent pour faire des choses, franchement, vous pouvez être déçu. Pas dans tous les cas, mais vous pouvez être déçu. Il vous faut compter sur vos consommateurs. Ce sont les consommateurs, les clients qui donnent l'énergie aux entrepreneurs de continuer avant tout. Parce que ce sont ces personnes. Justement, sur ce point-là, il y a deux questions qui viennent, qui se rejoignent. C'est comment bien choisir un associé et il y a quelqu'un d'autre qui demande comment bien s'entourer. Donc, ce sont deux questions qui rejoignent ton dernier point. Comment bien s'entourer? Pour bien s'entourer, j'ai une notion que je développe dans l'ouvrage Jusqu'au bout géré qui s'appelle le cercle tracteur. Le cercle tracteur, pour moi, je crois que c'est très évocateur. Un cercle, un ensemble de personnes et tracteur qui vous tire vers le haut. Un entrepreneur a besoin d'être entouré, mais ce n'est pas la quantité. C'est surtout pas la quantité. Les entrepreneurs sont des personnes très seules. Pour une raison simple, il vaut mieux ne pas avoir beaucoup de personnes qui vous parasitent que le contraire. Vous devez avoir autour de vous des gens qui sont capables de vous tirer vers le haut, un petit nombre de personnes. Parfois, il peut y avoir quelqu'un de votre famille, mais pas forcément. Ça dépend. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous limiter à votre cercle d'amis d'enfance, à votre cercle familial, etc., pour définir votre cercle tracteur. Dans votre cercle tracteur, peut-être qu'il vous faut un bon juriste. Un bon juriste qui est capable de relire vos contrats et de vous conseiller. Peut-être qu'il vous faut une personne qui est votre confident ou votre confidente depuis longtemps. Peut-être qu'il vous faut un mentor. Je dis peut-être parce que les gens parlent beaucoup de ça. Moi, je ne suis pas convaincu que tout le monde ait besoin d'un mentor physique. Je pense qu'on peut avoir des mentors dans les livres à travers la lecture. Mais vous devez avoir un mentor ou des mentors, qu'ils soient des humains ou des personnes ou, comme je disais, des intermédiaires dans les livres. Vous devez avoir peut-être un équilibre familial, quelqu'un de votre petite famille, quand on dit la petite famille en Afrique, qui fait partie de votre cercle tracteur. C'est à vous de trouver des personnes qui ont votre vision, qui encouragent votre vision, qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous aider à vous élever. Plutôt que d'être entouré de personnes qui vont vous rappeler à chaque fois que vous êtes fou, que vous n'êtes pas raisonnable, que votre affaire n'est pas quelque chose d'intelligent, ou qui vont penser que vous n'avez aucun problème, qui vont être dans des sollicitations perpétuelles et permanentes parce que vous aurez fait un ou deux coups déjà. Donc, je crois
que le cercle tracteur, ça dépend de chaque personne. Ben, vous devez définir quels sont les profils qu'il vous faut. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de monde parce que ça va vous parasiter, ça va vous demander du temps. Vous devez consacrer du temps à votre cercle tracteur aussi. Les gens ne sont pas là uniquement pour vous tirer vers le haut. C'est un accord tacite. C'est un contrat tacite. Ils vous tirent vers le haut, vous les tirez vers le haut. Donc, vous devez pouvoir consacrer aussi du temps à ces personnes-là. Du coup, choisissez un nombre limité de personnes qui ont la capacité de servir de trampoline à vos ambitions. Excellent. Et pour l'associé, oui, tu demandais comment choisir un associé. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, plusieurs configurations. L'associé peut être une personne qui apporte de la valeur technique de votre business. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un business où, je ne sais pas moi, vous voulez faire des villas, construire des villas qui sont déjà toutes faites à vendre ou à louer. Et peut-être que votre associé, c'est quelqu'un qui a fait BTP parce que vous pouvez construire des villas sans avoir étudié BTP, génie civil. Vous avez peut-être flairé un bon coup, vous savez que vous pouvez avoir le financement à la banque, etc. Et vous avez des connaissances qui sont de la diaspora et qui veulent acheter des maisons au pays au lieu de faire construire. Et vous avez peut-être un carnet de 50 commandes potentielles. Bon, vous vous dites, je vais me lancer dedans. Mais peut-être que si vous avez un associé qui, lui, est un architecte ou lui est un urbaniste, j'en sais rien, ou un ingénieur BTP, ça peut être un apport qualitatif dans le projet. Comme ça peut être quelqu'un qui met de l'argent, uniquement. Ou ça peut être une personne qui a un peu des deux. Donc, qui va amener les capitaux, mais qui va également s'impliquer dans le projet. Tout à fait. Les investisseurs, les associés ne sont pas tous les mêmes. Certains d'entre eux aiment être très impliqués, d'autres n'en ont rien à faire. Ils veulent à la fin du cycle avoir leurs dividendes qui tombent. Si on s'est dit que c'est au bout de 5 ans, c'est au bout de 5 ans. Si c'est dès la première année, c'est dès la première année. Donc, c'est à vous de voir, mais ce qui est important par rapport à l'associé, et je voudrais vraiment que vous enregistrez ça dans votre tête et que vous ne l'effaciez jamais, c'est qu'il faut signer un pacte d'associé. La plupart des gens que je connais ont déjà pris des coups, et j'en fais partie, parce qu'ils n'ont pas signé un pacte d'associé. Quelle que soit la confiance qui règne entre vous, quel que soit le rapport de force qui règne entre vous, quelle que soit la situation, même de désolation dans laquelle vous pourriez être dans votre business, où quelqu'un vient il apparaît comme le bon samaritain, et c'est lui qui arrive pour tout sauver. Je vous en conjure, rédigez, signez un pacte d'associés. Allez voir un juriste. Faites l'effort d'en rédiger un, de le payer pour ça. Avec quelques centaines de mille au grand maximum, il vous aura fait ça. Pourquoi? Le pacte d'associés, c'est le contrat de mariage. C'est le document qui va stipuler quelles sont les conditions qui vous unissent et surtout quelles sont les conditions qui vont vous désunir. Qu'est-ce qui peut rompre l'union? Et lorsque l'union sera rompue, comment chacun part? Est-ce que si moi je veux quitter l'entreprise, je devrais d'abord te proposer les parts à toi parce que tu es associé avant de proposer à un tierce? Est-ce que je peux proposer à un tierce? Est-ce que j'ai le droit de lui proposer toutes mes parts si je suis majoritaire? Ou est-ce que celui qui est là doit d'abord avoir un droit de préemption? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce qu'on peut faire entrer un autre associé avant 5 ans? Comment est-ce qu'on fixe la valeur de nos parts? Est-ce qu'on le fait annuellement? Est-ce qu'on le fait collégialement? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait selon un compromis? Est-ce qu'on va chercher un cabinet pour évaluer chaque année? Il y a tellement, mais vous n'imaginez pas, il y a tellement de raisons pour lesquelles une association peut mal se dérouler que même le pacte d'associés ne garantit pas le succès de la collaboration, mais au moins, il fixe des bases et il met des garde-fous. Donc, je vous en conjure. Signez, faites rédiger et signez un pacte d'associés. Si vous avez un associé qui ne veut pas signer un pacte d'associés, très souvent, ce n'est pas bon signe. Très souvent, ce n'est pas bon signe. Donc, souvenez-vous-en. Excellent. Merci beaucoup. Et justement, puisqu'on parle de ce thème-là, j'ai deux questions qui reviennent là. Quel serait ton message, toi, vis-à-vis des parents? Comment intéresser les enfants à l'entrepreneuriat? Je pense que pour que les parents eux-mêmes intéressent les enfants à l'entrepreneuriat, il faut que les parents même changent de posture et qu'ils commencent à explorer avec les enfants des projets professionnels en leur faisant comprendre que eux-mêmes parents, ils ont compris qu'il n'y a pas que le salariat, le fonctionnariat, etc., qui sont les voies qui nous permettent de réussir.
Parce que nous n'avons pas eu de repères dans nos environnements. Les gens n'ont gardé que certains repères tels que le politicien, le cadre de l'administration, le banquier, le douanier, l'inspecteur des impôts. Et ça fait que les parents, de façon naïve, mais c'est compréhensible, tout parent veut le succès de son enfant. Donc, les parents se disent, voilà, suis cette voie et tu vas y arriver. Finalement, on s'est retrouvé dans un contexte où toutes ces filières, qui sont des filières très généralistes, où il n'y a même pas de spécialisation vraiment dans nos universités, sont des filières bondées aujourd'hui. Et pour un poste, vous avez 5000 personnes. Le chômage va continuer à exploser. Donc, c'est d'abord aux parents eux-mêmes. Avant de chercher à trouver le moyen d'intéresser les enfants, il faut que les parents changent de paradigme et qu'ils regardent l'entrepreneuriat et la vie professionnelle avec un autre prisme. Second point, le discours qu'il faut tenir aux enfants doit être un discours adapté aux enfants. C'est pour ça que moi, par exemple, dans mon ouvrage, comme je l'ai dit, j'ai cherché à les intéresser avec des illustrations, d'épuiser un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas faire entendre un enfant et vouloir le convaincre en utilisant des arguments d'adultes. Il faut ramener le discours à son niveau. Il faut passer par la musique, peut-être. Il faut passer par des livres comme celui que j'ai mis sur le marché, qui est un livre interactif. Il faut leur parler de personnes qui ont entrepris et qui ont réussi leur vie. Et réussir leur vie, ce n'est pas forcément être des milliardaires. Absolument. Il faut aussi sortir de ce fameux mythe-là où tout le monde pense que oui, je vais être entrepreneur, je vais être milliardaire. Ça n'a absolument aucun sens. Il y a des gens qui vivent une vie modérée, mais qui ont tellement d'impact dans la communauté, tellement d'impact dans la communauté. Tout le monde a vu ici le vide que quelqu'un comme DJ Arafat a laissé. Même sur le plan artistique, sans rentrer dans le volet entrepreneurial, ce n'était pas l'artiste le plus riche de Côte d'Ivoire. Il était très loin de là. Mais je pense que le bonheur qu'il amenait aux gens, il faut mettre de côté toutes les considérations sur la personnalité. Tout ça, c'est très subjectif. Il faut analyser les choses de façon objective. Ce que celui-là a apporté, cet artiste, personnellement, dans sa communauté, c'est énorme. Donc, l'entrepreneur, il faut parler aux enfants en leur expliquant que telle personne, par exemple, dans tel village, dans telle ville, dans tel truc, c'est quelqu'un qui a fabriqué un sac, par exemple, qui était un sac muni d'une torche, comme on peut voir ce genre d'initiative sur Internet, qui a permis à de nombreux enfants de pouvoir étudier dans les villages où ce n'était pas éclairé. C'est quelqu'un qui a permis de faire ci, c'est quelqu'un qui a permis de faire ça. Quels sont les modèles que vous montrez aux enfants pour qu'ils aient envie de devenir comme ces gens-là? Parce qu'un enfant a besoin de s'identifier. Il doit s'identifier à des gens qui ont réussi des choses. Donc, cherchez des modèles dans la communauté déjà autour de vous, des modèles accessibles. C'est pour ça que moi, j'écris aussi. Parce que nous ne retranscrivons pas nos histoires en Afrique. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir 80 piges pour rédiger un bouquin. Les Occidentaux n'ont jamais fait ça. Dès que vous écrivez un livre, vous allez voir les gens se dresser pour vous critiquer, pour dire, bah oui, mais de quoi il parle, etc., etc. Ce n'est pas grave. Partagez. Tout le monde ne peut pas écrire, mais chacun n'a qu'à utiliser son talent pour partager son histoire. Parce que c'est en écrivant sur ses succès et surtout ses échecs qu'on permet aux plus jeunes d'aller plus vite en ne répétant pas les erreurs que nous, on a commises. Et c'est parce qu'il y a tous ces livres-là qu'on achète dans les librairies occidentales qu'on arrive à parler aujourd'hui de performance, profit, passion, de ceci, de cela. Mais nous devons nous-mêmes créer nos propres codes, qui soient des codes adaptés à notre environnement. Donc, donnez des exemples à vos enfants, intéressez-les à la chose et vous-même changez de paradigme. Et justement, dans ce sens-là, il y a Toumani qui demande comment est-ce que dans un monde porté essentiellement sur le gain rapide, on peut faire comprendre aux plus jeunes que l'objectif principal ne doit pas être porté sur l'argent. C'est un challenge parce que chaque nouvelle journée qui nous est offerte de vivre est marquée par une accélération inquiétante de la déliquescence des valeurs. Les réseaux sociaux y participent beaucoup. Autant Internet nous aide à faire des choses utiles comme ce webinaire, autant c'est un challenge, c'est vrai. Et je crois que c'est essentiellement une question d'éducation. C'est une question d'éducation et c'est dès la base. Je pense, en tout cas, moi, la seule option que j'ai trouvée pour le moment, c'est de parler avec les enfants depuis le bas âge et de leur répéter un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas, si vous-même, vous êtes centré uniquement sur l'argent, demander à votre enfant de ne pas faire pareil. Les enfants sont des éponges. Ce ne sont que des éponges. C'est vrai que la communauté, la société va leur apprendre le contraire de ce que vous vous dites à la maison. Ce n'est pas grave, faites votre job.
il faut mettre l'épanouissement professionnel au centre. Vous savez, moi, pour conclure sur cette question, moi, j'ai eu cette chance-là, je dirais, d'avoir une mère formidable qui me permet d'essayer beaucoup de choses quand j'étais petit pour savoir ce que je pouvais faire de bien, là où j'étais nul, là où j'étais fort. Mais j'ai surtout eu la chance de l'avoir quitté un job où elle pouvait gagner beaucoup d'argent uniquement par conviction. On appelle ça lead by example. C'est ce que les Américains appellent lead by example. Preach what you say. Et say what you preach. Il ne suffit pas de dire aux gens, c'est-à-dire, il faut faire ce que je dis, c'est pas faire ce que je fais, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Ma mère était inspectrice des douanes, elle était colonel, donc elle avait bloqué déjà le tableau en termes de grade. Je devais avoir dans les 13, 14 ans, à peu près. J'étais adolescent. Lorsqu'il lui restait 12 ou 13 années encore à tirer avant sa retraite, elle a décidé de quitter la douane. Alors, je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais ici, la douane, pendant longtemps, l'administration des douanes, ça a été considéré un peu comme un genre de caste. Une profession refuse, je dirais, c'est-à-dire que les douaniers, comme on les appelle généralement, vulgairement, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pas forcément gagné de façon extrêmement licite, mais beaucoup d'argent. Et les gens se battaient et s'entretuaient, je pèse mes mots, même pour entrer dans l'administration des douanes. Jusqu'à récemment encore. Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des pieds et des mains pour entrer dans l'administration des douanes et qui sont aujourd'hui. Bon. Pour quelle raison? Uniquement gagner de l'argent. Vous demandez pourquoi on dit là-bas, il y a l'argent. Moi, ma mère en est partie. Il y a 2 personnes dans l'administration des douanes depuis les indépendances qui l'ont fait. Un monsieur, que je ne connais pas, qui l'a fait un peu avant ma mère, je crois, et ma mère elle-même. Des collègues, aux membres de la famille, en passant par mes amis à moi, partout, on traitait ma mère de folle. C'est-à-dire, comment tu peux être inspectrice des douanes et partir alors qu'il te reste présent? Et elle répétait tout le temps, je ne suis pas à ma place. J'ai fait un mauvais choix de carrière et je l'assume même si c'est dur. Je ne sais pas ce que je fais là parce que je ne peux pas me réveiller tous les jours en ayant comme seule prière le fait de gagner de l'argent avant de rentrer. Elle dit, je ne suis pas commerçante. Si j'étais quand même, je voulais être commerçante, j'aurais fait du commerce. Moi, je voulais contribuer à quelque chose qui fasse développer mon pays. Mais je me rends compte qu'au final, dans cette administration, en fait, tu dois faire énormément de compromis, beaucoup de compromissions, donc te coucher sur tes valeurs pour qu'on te marche dessus. Et tu dois te lever tous les jours et demander à gagner de l'argent avant de rentrer. Je ne suis pas heureuse, je m'en vais. Ça a été une claque pour moi. Adolescent, je ne l'ai pas compris. J'étais en rage aussi, comme beaucoup de gens, parce que ça voulait dire moins de vacances pour moi. Ça voulait dire des situations financières Moins d'argent difficiles. de poche. Moins d'argent de poche, ça voulait dire beaucoup plus d'incertitudes. Nous, on a grandi avec notre mère tout seul, mon frère et moi, donc ça impliquait beaucoup de choses. Et je ne l'ai pas vite compris, mais dès que j'ai eu 16, 17 ans, j'ai commencé à avoir beaucoup de flashbacks. Et sur mon chemin personnel, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça aussi. Et ça m'a rappelé un peu cette histoire. Donc, je pense que nous devons nous-mêmes, je ne demande pas à quelqu'un de se lever, de démissionner, mais c'est pour dire que ce que nous faisons, ça imprime des images fortes dans l'esprit de nos enfants. Les choix que nous faisons, la manière dont nous traitons l'argent, le rapport que nous avons à l'argent, la valeur que nous donnons aux gens qui sont dans notre entourage, qu'ils aient de l'argent ou non, comment nous les traitons. Toutes ces choses-là sont analysées par les enfants avec un système qui est bien plus développé qu'on le pense. Et ils enregistrent tout et ils font leur connexion. Et de façon inconsciente, ils pourront demain savoir s'il est plus important d'être épanoui professionnellement que d'avoir de l'argent ou si tes 2 critères, les 2 sont importants, hein, mais des 2 critères, ils sauront quel est le prioritaire. Et ça dépendra uniquement de vous, parents que vous êtes. Et justement, comment est-ce qu'une personne peut entreprendre en partant de rien? Et je parle de 0 francs. C'est la question que j'ai eue. La personne a bien précisé le chiffre 0. Je pense qu'il faut relativiser. Vous savez, encore une fois, on aime beaucoup le sensationnel. On aime beaucoup le sensationnel. On peut entreprendre à partir de 0 francs, mais tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous lancer dans l'exploration minière, est-ce que vous pouvez commencer avec 0 francs? Non, déjà, rien que l'agrément qu'il faut payer à l'État, je pense, vous allez laisser tomber pour démarrer. Si vous voulez vendre des jus de fruits, vous ne pouvez pas démarrer avec 0 francs. Il vous faut acheter quelques bouteilles. Il vous faut acheter un peu d'ananas, même si c'est fait complètement traditionnellement pressé à la main. Même si vous voulez vendre des beignets, les beignets qu'on vend un peu au bord de nos voies, mais il vous faut acheter de la farine. Il y a un minimum d'investissement. Le 0 francs 0,0, c'est généralement
on va dire, c'est généralement une évocation en parabole. 0 francs, ce n'est pas évident si vous êtes sur un produit. Si vous êtes sur un service, peut-être, et encore, je suppose que vous soyez graphiste. D'accord? Vous êtes graphiste, vous aviez déjà un ordinateur portable et vous avez la connexion chez vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé prendre une connexion Internet à cause de votre business. À ce moment-là, vous allez entreprendre à zéro parce que si vous commencez à proposer un logo à M. Yokosi, un nouveau logo pour sa plateforme, ou que vous lui faites un visuel et que vous lui envoyez, s'il vous paye, vous aurez dépensé quoi? 0 francs, mais vous aurez étudié votre ordinateur, votre connexion Internet. Soit dit en passant, c'est des coûts induits indirects parce que vous êtes en train d'amortir l'ordinateur, il faudra bien le changer à un moment donné. Et vous aurez surtout dépensé quoi? Du temps. La valeur temps, c'est la chose la plus importante pour un entrepreneur. Il n'y a rien de plus important que le temps pour un entrepreneur. Donc, tout dépend du business dans lequel vous voulez. Vous ne pouvez pas vous poser la question. En fait, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est un peu maladroit de se dire comment je peux faire pour entreprendre à 0 francs. Ce n'est pas la question, ça. La question, c'est d'abord qu'est-ce que je veux faire? Et en fonction de ce que je veux faire, est-ce qu'il y a la possibilité de commencer avec des montants vraiment réduits? Est-ce que je peux commencer avec 10 000? Est-ce que c'est avec 50 000? C'est pour expliquer aux gens qu'on n'est pas obligé d'atteindre des millions. Parce que contrairement à vous, il y a des gens qui sont convaincus que tant qu'on n'a pas 5 millions, 10 millions, on ne peut rien faire. Et c'est faux. Donc, vous pouvez commencer votre aventure avec pas grand-chose, mais ne commencez pas la réflexion entrepreneuriale en vous disant qu'est-ce que je peux commencer avec 0 francs. Trouvez l'idée. Et de façon réaliste, si vous pouvez vraiment commencer avec 0 francs, personne ne vous le dira, vous-même vous remarquerez. Mais si vous savez que vous êtes obligé d'acheter une imprimante pour faire votre business, vous ne pouvez pas contourner ça. Sauf si vous avez un oncle ou un ami qui est capable de vous passer une imprimante et de vous vendre des cartouches d'encre que vous allez payer à crédit. Excellent. Excellent. Et pour aller plus loin dans ce que tu dis, moi, je pense que ce n'est même pas une question de 0 francs. C'est une question de façon plus générale du montant. Il ne faut pas partir du montant pour se dire, voilà, OK, je suis là, il y a un tonton qui m'a donné 50 000. Bah, OK, j'ai eu une prime au bureau de 500 000. Qu'est-ce que je peux ouvrir? Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire que j'ai 5 millions d'économies, je viens de perdre mon travail. Qu'est-ce que je peux faire avec 5 millions? C'est Et ça. donc, ce n'est pas une approche montant pour aller vers le business. Ce n'est pas une approche moyen pour aller vers l'entrepreneuriat. Ça revient tout à fait à ce que tu disais à l'entame. C'est d'abord quel est le besoin, quelle est l'idée, quelle est la solution que je veux apporter. Et sur cette base-là, quel est mon plan? Je commence par où? Comment est-ce que je lance mon prototype? Il me coûte au minimum combien pour avoir un ballon d'essai? C'est ça. C'est ça, voilà. Absolument. Et justement, il y a une question de Antia. Est-il efficace d'entreprendre étant encore employé dans une autre entreprise ou est-ce que tu préconiserais d'attendre d'abord sagement, de tout plaquer avant de démarrer quelque chose? C'est une question qui revient très souvent. Et comme je dis, il n'y a pas de réponse standard. Moi, j'ai souvent beaucoup de mal à répondre à cette question parce que c'est très personnel. C'est très personnel. Il y a beaucoup de facteurs que chacun doit prendre en compte pour pouvoir décider cela. Nous n'avons pas tous les mêmes charges. Tout autant que nous sommes ici, nous n'avons pas tous les mêmes charges, nous n'avons pas tous le même parcours et les mêmes contraintes. Et certains ont peut-être 2 personnes à charge, d'autres en ont 12. Certains gagnent peut-être 100 000, d'autres gagnent déjà 4 millions. Donc, ils se voient passer de 4 millions à rien pendant un moment. C'est difficile. Vous devez prendre en compte tous ces aspects-là. On ne quitte pas son boulot du jour au lendemain. Moi, je n'ai jamais travaillé quelque part, donc je ne peux pas vous dire, voilà comment j'ai fait. J'ai toujours été à mon compte. J'ai commencé comme je pouvais, j'ai continué tout doucement. Mais j'ai vu des gens faire les deux avec les deux scénarios. C'est-à-dire que j'ai vu des gens tout plaquer, réussir. J'ai vu des gens tout plaquer du jour au lendemain pour entreprendre et échouer aussi. J'ai vu des gens prendre le temps avant d'entreprendre, réussir, et j'ai vu des gens prendre le temps pendant qu'ils étaient employés et échouer. Donc, je vous assure que quelle que soit la décision que vous prendrez, il y a la possibilité de réussir ou d'échouer. Vous voulez minimiser le risque, c'est normal. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Tant que vous êtes occupé à travailler ailleurs, vous devez être aussi efficace là où vous êtes. C'est un devoir. Parce que nous devons toujours avoir à cœur de bien faire ce que l'on nous confie et ce que nous nous sommes engagés à faire. Entrepreneur ou pas entrepreneur. Et tant que vous faites cela, que vous dépensez de l'énergie et du temps à bien faire, vous ne pouvez pas avoir suffisamment de temps pour lancer un projet à 100%. Ça, j'en suis convaincu. Même si vous voulez travailler le soir quand vous rentrez, vous allez travailler en rentrant, mais votre cerveau ne sera plus dans les mêmes dispositions.
Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de commencer à tester l'idée. Très bien. C'est-à-dire, je suis employé, je me pose des questions, je me dis que je vais peut-être partir. Bon, j'ai besoin moi-même d'avoir un peu plus de certitude, de signaux favorables avant de partir. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, à partir de ce moment-là, je décide en fait de dormir 2 ou 3 heures de moins, de couper du temps sur mes week-ends, d'aller à moins de fêtes ou moins d'activités paraprofessionnelles et de consacrer ce temps-là au développement d'une activité qui me plaît. Mais de développer l'activité en mode bêta, comme on disait. Donc, soit de faire un prototypage, de faire une version bêta, d'avoir un petit ballon d'essai, comme Gaius disait, et de voir comment ça évolue. Donc, je fais ça sur plusieurs mois, ou peut-être plusieurs années même. Si ça commence à évoluer un peu, je peux toujours embaucher quelqu'un qui va peut-être suivre un peu certains aspects pendant que moi je suis au boulot. Et lorsque je commence à avoir la conviction que ça peut marcher, ou en tout cas, j'ai vraiment envie de faire ça, et c'est ce qui me plaît, alors là, je peux partir. Ce que je conseille, en tout cas, moi, si j'avais été employé, que j'avais voulu employer quelque part et que j'avais voulu basculer, je l'aurais fait tel que je le conseille, c'est-à-dire que j'aurais établi un plan. Je ne serais pas parti du Exact. jour au lendemain. J'aurais établi un plan. Ça peut être un plan sur un mois, sur 6 mois, sur un an, sur 5 ans. Encore une fois, ça dépend des contraintes de chacun. Mais j'aurais Très établi bien. un plan et j'aurais suivi le plan dans la mesure du possible, autant que faire se peut, jusqu'à pouvoir décrocher et me retrouver du côté qui m'intéresse le plus. Donc, j'espère que ça Excellent, répond un excellent. peu. Bah oui, je pense également, je suis en phase avec toi. Merci, on a fait le tour. On a encore beaucoup de questions, mais on va peut-être arrêter là. Je vais peut-être en livrer une ou deux dernières et puis on va partir parce que ça fait plus d'une heure qu'on échange. C'est très riche et je suis certain que chacun a appris quelque chose aujourd'hui. Que se cache-t-il derrière le fait que des amis se moquent de nous lorsque nous sommes tout au début de certaines idées, de certains projets? Comment Oh, faut-il appréhender cela? je pense que ça, c'est tout à fait logique. Vous savez, celui qui a dit que la Terre est ronde, il a été pendu, non? Et c'est un cas parmi des millions dans l'histoire à travers les âges. Vous savez, lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose que les gens n'ont pas pu faire, ils ont la conviction que vous ne pouvez pas le faire parce qu'eux, ils ne peuvent pas le faire. C'est humain. C'est pas agréable à dire, mais c'est humain. Même les gens qui sont autour de vous et qui potentiellement vous aiment, c'est humain. Les gens ne croient pas aux choses tant qu'ils ne les ont pas vues. Et il est plus facile de se moquer que d'encourager. Très bien. Pourquoi vous vouliez que les gens se donnent la peine? C'est nous qui sommes en tort lorsqu'on espère ou qu'on attend du soutien des autres. Il faut enlever cette disquette-là de notre système. Nous ne devons pas attendre du soutien des gens. Si quelqu'un vous soutient, dites-lui merci et soyez reconnaissant. Mais n'espérez pas que les gens vous soutiennent spontanément. Parce que les gens, ils ressurgissent lorsqu'il y a eu de l'avancée ou du succès. Tout le monde aime les diamants. Personne ne veut mettre la main dans le cambouis. Personne. Enfin, je caricature quand je dis personne. Mais c'est une question philosophique. On pourrait en faire une dissertation. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la peine d'espérer que les gens vous soutiennent, encore une fois. S'ils le font, tant mieux. Et c'est encore moins la peine d'être vexé. Si vous êtes vexé par ces choses-là, il faut tout de suite travailler votre esprit. Oui, quelqu'un vient de dire que les idées révolutionnaires passent par le ridicule, etc. Bien sûr, je suis d'accord avec vous qu'il avait dit. Il faut d'abord le rejet. Les gens doivent rejeter la chose. Vous pensez que si c'était facile, tout le monde ne l'aurait pas fait? Très bien. Si c'était simple, celui qui se moque de vous, il l'aurait fait à votre place. Il a bien envie d'avoir les honneurs et le mérite que vous aurez quand ça aura marché. Il ne va pas vous appeler pour vous dire, ah, mon ami, viens, j'ai trouvé une idée là, si on fait ça, ça va être bien. Hein. Non, s'il pense qu'il peut le faire, il va le faire. Donc, soit les gens sont, il faut dire les choses clairement, soit ils sont jaloux parce qu'ils auraient voulu avoir le courage que vous avez et ils ne l'ont pas, soit ils ne comprennent rien parce que les entrepreneurs, c'est des incompris. C'est parce que vous avez compris quelque chose que les autres n'ont pas compris que vous êtes incompris pour eux. Et pour finir là-dessus, l'entrepreneur, c'est quelqu'un d'un peu fou. Forcément. Il y a un grain, quand on parle du génie, c'est le grain de folie. Le fou, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Pardonnez-moi l'exemple cru, mais quand vous voyez une personne en déficience mentale
qu'elle soit dans la rue ou ailleurs, elle voit des choses que nous, on ne voit pas. Nous, malheureusement, ça peut nous amener à la juger, à nous moquer, etc. Mais elle est sur une autre dimension, elle est sur une autre fréquence. L'entrepreneur est sur une autre fréquence. L'entrepreneur a déjà vu, vous êtes là, vous voyez un grain de sable. Le type, il a déjà vu ce qu'on peut faire avec ce grain de sable-là. Il a déjà vu l'immeuble. Exactement. Il voit tout de suite ce qu'on peut faire avec. Vous voyez des pneus déchirés, il a déjà vu qu'on peut faire du recyclage, faire des meubles tendance, inviter les gens, surtout de la diaspora et les Occidentaux qui sont dans nos villes, à venir à un vernissage. Il est déjà très loin. Et donc, les gens vont se moquer de lui. Donc, comme je dis souvent, si on se moque de vous, ce n'est pas toujours mauvais signe. Si on se moque de ce que vous faites, je ne dis pas que c'est le gage d'un succès, mais ce n'est pas toujours mauvais signe. Peut-être que vous tenez quelque chose, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident alors. Excellent, 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 excellent. Merci, merci mon cher Régis. On va peut-être finir sur cette question. Et oui, je partage le commentaire de Fatou qui nous dit que toute idée révolutionnaire passe par plusieurs étapes, notamment, elle est d'abord ridicule, ensuite on la traite de dangereuse, et après on la trouve évidente. On se dit, mais oui, tiens, eh ben, c'était évident. Mais à la base, elle est d'abord ridicule. Et oui, être traité de fou, être incompris, c'est parfois qu'on tient le bon bout. Merci beaucoup, Régis, pour ce bon moment d'échange. C'est un plaisir. Merci à toi, Gaïs. J'ai été très enrichi par tes retours. Merci à toi. Merci pour le travail considérable que tu as au niveau de la Rock Academy. Merci pour tes écrits. Merci pour cet ouvrage. J'attends une fois de plus impatiemment le mien et j'espère que les amis vont s'en procurer, vont s'en délecter, vont partager autour d'eux. Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on ait une autre approche et je commence par le dire de plus en plus. Vous allez à un mariage, vous allez à un baptême, vous allez à une communion, c'est bon. Hein, vous pouvez offrir tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, apprenons à offrir aux gens des livres. Apprenons à offrir aux gens ce qui est encore plus important. Acheter un ouvrage, aller à une librairie, acheter un livre en fonction de l'âge de la personne, en fonction de son contexte, et puis écrivez un petit mot dedans et puis offrez-le lui. Une phrase peut changer la vie de quelqu'un, une page peut changer la vie de quelqu'un. Ne cherchez pas à savoir si la personne va le lire, ne cherchez pas à savoir si c'est son ami qui va lire, si la personne aime, si elle ne va pas aimer, mais offrez quelque chose qui va servir à la personne. Offrez quelque chose qui va lui être bénéfique. Après, vous pouvez rajouter du chocolat béninois d'ailleurs, il y en a, du chocolat ivoirien, il y en a de plus en plus. Après, vous pouvez ajouter quelques gadgets ou encore quelques galettes et pourquoi pas du local avec la marque d'Alliant. Mais les amis, soyons beaucoup plus pertinents. Donc, Régis, je te laisse peut-être dire un mot de fin, conclure cet échange. Merci beaucoup à toi, Gaïus. Merci à tous les participants d'être restés jusqu'à la fin, d'avoir posé beaucoup de questions. Ça stimule l'échange. Comme je dis, ce genre d'occasion, c'est toujours du donner et du recevoir, encore une fois, parce qu'on apprend également des uns et des autres à travers les questions, à travers les avis. Et je crois fermement que le travail que fait Baraka Gate est un travail utile à beaucoup de personnes. La preuve, un dimanche à cette heure-ci, nous étions un certain nombre à être connectés. Je crois également que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut arrêter. Je crois que la machine est en route, en marche, pardon, que nous sommes en route et que nous allons faire de grandes choses si nous y croyons, si nous nous donnons les moyens de le faire et surtout si nous travaillons ensemble. Je m'en arrêterai là, mais je le souligne de 2 traits. Je le mets en gras, donc je fais un contrôle G, je fais un contrôle U pour que ce soit en gras et que ce soit souligné. Si nous voulons faire de grandes choses, bien évidemment, il faut parfois démarrer seul, etc., et grandir tout doucement. Mais si on veut faire des choses qui impactent, créer des marques qui restent dans le temps, parce qu'on est inspiré par Samsung, par Coca-Cola, on est inspiré par Apple, on est inspiré par Dangote, etc. Aucune de ces personnes, de ces fondateurs, pardon, aucun de ces fondateurs n'a fait quoi que ce soit seul. À un moment donné, vous avez besoin de renforts solides. Et il ne s'agit pas que d'argent. Il s'agit également de compétences. Il s'agit d'avoir un vrai cercle personnel tracteur, mais d'avoir aussi un cercle de compétences dans les affaires. Donc, apprenons à travailler ensemble, aussi dur que ce soit en Afrique. Faisons ce pari-là, que notre génération puisse casser les codes et montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Et vous verrez que, je crois que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on se retrouvera à faire des webinaires, à parler ensemble et à dire, voilà ce que nous avons pu accomplir en 2020 à peu près aujourd'hui, grâce à la force de la fusion, de l'union et au travail des uns et des autres. Merci vraiment encore, Gaïus, pour cette opportunité. C'était un réel plaisir. Merci à toi.
Merci, merci Régis, plein succès à tous. C'est bien dit, c'est bien résumé. Rendez-vous au sommet. Travaillons dur, travaillons intelligemment, mais surtout travaillons ensemble. Je ne peux que te rejoindre, je suis aligné avec ce que tu dis. Merci à tous, nous étions des dizaines de personnes connectées de par l'Afrique et le replay sera bientôt disponible pour les personnes qui n'avaient pas pu être disponibles aujourd'hui. Donc, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous avez un potentiel énorme. Ne repartez pas avec ce potentiel-là. Explorez-le, déployez-le. Nous avons été créés pas pour être employés, mais pour être déployés. Alors, assurez-vous que votre potentiel, il a de l'impact et que vous faites la différence autour de vous. Que Dieu vous garde, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt, Ciao, ciao. merci, bye bye. Merci à tous. Bye.